Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'Occident accusé par le Premier ministre Abiy Ahmed d'instaurer un climat de peur en Éthiopie après l'appel lancé par de nombreuses ambassades relatifs au rapatriement de leurs ressortissants. Le gouvernement réplique, il évoque une rhétorique alarmiste et négative. Le message de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Celle qui est aussi l'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA parle de progrès extraordinaires accomplis au Cameroun. Et puis la tenue de la 13e édition du Festival international de la mode en Afrique, organisé au Niger. Un événement placé sous le thème « La mode, dynamique de paix vers l'intégration touristique et culturelle de l'Afrique ». Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mort de 2 soldats au Bénin. Ils sont décédés lors d'une attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 1er au 2 décembre dans le nord-ouest du pays. Un bilan auquel s'ajoutent également plusieurs blessés. Dans les détails, l'offensive a été commise à Porga, proche de la frontière avec le Burkina Faso. C'est une position de l'armée de terre béninoise qui était visée. L'assaut a aussi fait un mort dans les rangs des djihadistes. Pour l'heure, on ignore encore le groupe auquel appartiennent les assaillants à l'origine de cette attaque. Dans l'actualité également, le site de Lalibela est désormais sous le contrôle de l'armée en Éthiopie. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le gouvernement ce mercredi 1er décembre. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce haut lieu de pèlerinage était entre les mains des rebelles tigréens depuis août dernier. Les autorités ont également ajouté que les forces pro-gouvernementales, je cite, marchent sur la ville de Sekota, une ville située au nord de l'Éthiopie dans la région Amhara. À noter que la veille, le Premier ministre Abiy Ahmed avait appelé les éléments du TPLF à se rendre, affirmant que la victoire est proche. L'Éthiopie, où parallèlement le gouvernement s'insurge contre les mesures prises par l'Occident face à l'aggravation du conflit au Tigré. De nombreux pays avaient appelé leurs ressortissants à rentrer, à l'instar de la France notamment. Des mesures qualifiées par les autorités de tentatives de créer une atmosphère de peur et d'insécurité. Philomène Tine. Le Premier ministre Abiy Ahmed accuse l'Occident de vouloir installer une atmosphère de peur et d'insécurité en Éthiopie. Cela fait suite aux appels au rapatriement sans délai des ressortissants américains et européens présents dans le pays après l'avancée des combattants du Front populaire de libération du Tigré TPLF vers Addis Abeba, la capitale. Il est très décevant de constater que des partenaires stratégiques encouragent cette rhétorique alarmiste et négative. Nous rejetons en bloc ces tentatives de créer une atmosphère de peur et d'insécurité. C'est un discours destiné à servir des objectifs politiques. Alors que l'armée éthiopienne et les rebelles tigréens s'affrontent depuis plus d'1 an dans le nord du pays, le Premier ministre Abiy Ahmed, selon les médias d'État, s'est rendu à proximité de la ligne de front par 2 fois. Actuellement, on est en train d'assister à une guerre de communication puisque le Premier ministre Ahmed tend à pacifier les choses et à dire que les autorités ont le contrôle sur la région du Tigré et face au TPLF. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse condamner les pays partenaires de l'Éthiopie de vouloir protéger leurs ressortissants en les rapatriant. Ce que l'on peut observer et regarder attentivement, c'est la position notamment chinoise puisque on sait qu'il y a 15 000 ressortissants chinois qui vivent en Éthiopie et jusqu'à présent, la Chine n'a pas bougé d'un doigt concernant leurs ressortissants. Le gouvernement éthiopien, dans des commentaires diffusés sur les médias d'État ce mercredi 1er décembre, affirme que Shewa, Mezezo, Molal, Shewa-Robit, Raza et leurs environs, étant des localités sur la route de la capitale Addis Abeba, ont été libérés des rebelles du TPLF, au moment où le gouvernement a récemment indiqué que la victoire était proche. Chaque année, le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour l'occasion, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, également ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, a tenu à émettre un message. Si elle constate que des progrès extraordinaires ont été accomplis pour éradiquer cette maladie, l'épouse du président Paul Biya affirme que des défis restent à être relevés, notamment en termes de prévention. Roberto Bogbe. Au Cameroun, entre 2004 et 2020,
Le taux de prévalence du VIH est passé de 5,6% à 2,7% au sein de la population âgée entre 15 et 49 ans. Le nombre estimé de nouvelles infections a également connu une baisse considérable de 47,958 à 11 175, des données qui témoignent des efforts consentis dans ce pays aux 26 millions d'habitants. Le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis 2 décennies est appréciable. Nous avons accompli des progrès extraordinaires dont nous pouvons être légitimement fiers. Mais la marche vers l'éradication du sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030 est encore longue. Cet objectif est ambitieux et attend de chacun de nous un engagement et une détermination de tous les instants. En première ligne de la lutte contre le sida, le Comité national de lutte contre le sida, CNLS. L'organe est chargé de la coordination de la gestion du programme national de lutte sur l'ensemble du territoire national en collaboration avec les administrations et les partenaires nationaux et internationaux. Des actions y sont menées pour rendre accessible le traitement. On a décentralisé les formations sanitaires pour la prise en charge. On a levé le coût. Le traitement du VIH-Sida au Cameroun est gratuit depuis 2020. Sur cet aspect-là, tout a été fait pour faciliter l'accès au traitement antirétroviral. Le dépistage est gratuit, le traitement est gratuit et même la charge virale est gratuite. Donc tout ce qui reste, c'est de se faire dépister et de venir se faire suivre. Malgré ces améliorations, de nombreux défis restent à relever, à l'instar de la réduction du taux de prévalence chez la jeune fille âgée entre 15 et 24 ans, qui se trouve 9 fois plus contaminée que le jeune garçon de la même tranche d'âge. À cela s'ajoute le complexe foyer des travailleuses du sexe, les utilisateurs de drogues injectables, où la prévalence frôle les 25%. L'Afrique du Sud touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Le pays d'Afrique australe a recensé entre le mois de juillet et août un taux de chômage de l'ordre de 34,9% selon l'agence sud-africaine des statistiques, son plus haut taux en 13 ans. L'agence indique également que 7,6 millions de Sud-Africains se trouvent sans emploi. Nathalie Mo. Les pertes d'emploi se multiplient en Afrique du Sud. Au 3e trimestre 2021, 571 000 licenciements ont été dénombrés dans le secteur formel. Conséquence, le taux de chômage atteint désormais 34,9% dans le pays. C'est un record jamais égalé depuis 2008 au regard des statistiques de l'enquête trimestrielle sur la population active. Des observateurs appellent le gouvernement à des mesures de crise face à la situation. Il faut que la population se mobilise et demande au gouvernement de redresser la barre, de réformer la politique qu'il applique depuis 27 ans pour que cesse l'horreur du chômage et ses conséquences. Les chiffres sont encore plus alarmants dans le segment des emplois jeunes. En Afrique du Sud aujourd'hui, 66,5% des jeunes sont au chômage. Selon des économistes sud-africains, cette réalité, qu'ils qualifient d'insoutenable, est une conséquence des émeutes de juillet 2021. Je pense que nous n'avons pas encore vu le pire. Nous voyons maintenant certains des impacts des émeutes de juillet se manifester dans des chiffres du 3e trimestre. Les services financiers sont les seuls à avoir créé 138 000 emplois. Le secteur informel a créé environ 9 000 emplois, trop peu pour faire quoi que ce soit de visible. Selon l'Institut national des statistiques de l'Afrique du Sud, la population en âge de travailler a augmenté de 146 000, soit 0,4% au 3e trimestre 2021 par rapport au 2e trimestre 2021. Or, dans le même temps, le nombre de personnes non actives économiquement est en nette progression, évalué à 988 000 personnes, indiquent des chiffres officiels. Entre crise sanitaire et sécuritaire, l'industrie touristique tchadienne éprouve des difficultés à se relever. Comment impulser cette relance? Les acteurs de ce secteur se tournent vers l'écotourisme et ciblent comme clientèle des locaux. Mahamat Ramadan. Au Tchad, le tourisme est l'un des secteurs les plus impactés négativement par la pandémie de Covid-19 et l'instabilité sécuritaire. Les principaux sites touristiques sont situés dans les zones déconseillées aux expatriés. Le nombre des touristes continue de décroître. Pour faire face à cette situation, les acteurs du secteur, en partenariat avec les autorités, promeuvent l'écotourisme au profit des locaux. Je suis vraiment ravie d'être ici. Nous sommes arrivés, le village nous a accueillis, le chef de village et sa population en général. Donc nous sommes vraiment ravis. Il nous a accompagnés, on a vu les roches, les magmas et puis ça nous aide quoi.
Pour le promoteur de ce projet dénommé l'écotourisme et le vivre ensemble dans une cohésion sociale, Sem Seka, l'objectif est d'inciter les jeunes à découvrir les merveilles naturelles et culturelles de leur pays. Pour lui, la province du lac Tchad, par exemple, au-delà de sa réputation liée à l'insécurité, elle regorge des paysages naturels atypiques et des ressources touristiques uniques. Nous pensons, à travers ce projet, permettre aux étudiants de découvrir le Tchad profond, comme nous sommes là aujourd'hui, de connaître notre pays, de vendre les richesses que nous avons, qu'ils soient du patrimoine naturel ou culturel. Pour la première édition des incursions écotouristiques dans le village de Ousséré, situé dans la sous-province de Karal, les jeunes étudiants et élèves ont visité des rochers d'éléphants et ont échangé avec les habitants locaux sur les différents aspects de leur culture. Une initiative saluée par les autorités. L'actualité culturelle à présent avec l'ouverture ce mercredi du Festival international de la mode en Afrique au Niger. Un rendez-vous organisé dans la capitale Niamey et durant lequel les festivaliers pourront jusqu'au 5 décembre apprécier le savoir-faire africain. Expositions et concours sont notamment au programme. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar. La mode, dynamique de paix vers l'intégration touristique et culturelle de l'Afrique. C'est à travers ce thème qu'a été lancée la 13e édition du FIMA, Festival international de la mode en Afrique. La fête africaine de la mode se déroule cette année dans un contexte particulier de crise sécuritaire, liée à la menace djihadiste qui secoue la sous-région, d'où le choix du thème selon son promoteur. Le nord vient rejoindre le sud. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les ânes, avec les chameaux, avec tout ce que le Niger a de plus beau. C'est ce qu'on va voir pendant 5 jours. Notre ambition est de faire de la culture un élément fondamental dans la construction de la paix. C'est pourquoi cette année, le FIMA s'inscrit dans une nouvelle dynamique de construction, de consolidation de la paix, en mettant l'accent sur la question de la promotion du tourisme dans le contexte particulier que nous connaissons aujourd'hui. Le FIMA 2021 apporte plusieurs innovations. Une opportunité est offerte aux jeunes créateurs du pays de se faire connaître à l'occasion de la nuit nigérienne. Le programme prévoit également une nuit panafricaine qui permettra de découvrir et d'apprécier les talents exclusivement africains. À ces nouveautés s'ajoute également le menu habituel du FIMA, à savoir les défilés avec les grands créateurs africains, les concours de jeunes stylistes, de top modèles et de meilleurs artisans, maroquiniers et bijoutiers. Pour cette édition 2021, c'est la Côte d'Ivoire le pays invité d'honneur, d'où la participation d'une forte délégation venue de ce pays à ces festivités. La mode n'est pas qu'un vêtement ou qu'un objet. Elle vend une culture, présente une identité, raconte une histoire. L'Afrique a du talent. L'Afrique a beaucoup à montrer au monde. Revêtir le FIMA, c'est croire en l'union, à la diversité comme richesse irrécusable de notre continent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne célébrons pas la mode africaine, mais les modes africaines. En 23 ans, le FIMA a œuvré pour la promotion de la mode et du tourisme. Créé en 1998 avec la première édition organisée dans le désert de Tigrit au nord Niger, le FIMA est une rencontre de talents de la mode africaine et des autres continents. Il se tient sur les sites naturels remarquables, dont certains sont même classés par l'UNESCO, comme les falaises de Tigrit, les rives du fleuve Niger, les plateaux Batéké en terre gabonaise, entre autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.